Eh bien bonjour et bienvenue sur Brest Buzz. Vous êtes en compagnie de Pierre et Léna et comme nous avons commencé à le faire les fois précédentes, eh bien nous vous partageons cette nouvelle étape sur le GR34 qui va nous conduire progressivement tout le long de la presqu'île de Crozon du GR34 donc qui l'aborde. Et donc nous voici ici quelque part, vous les voyez en bas au-dessus du cimetière de Bateau en direction de l'abbaye, des ruines de l'abbaye de Saint-Guénolé, non loin de l'abbaye de Landévennec. Et vous voyez à quel point cette vue est magnifique, un temps bien froid et bien sec pour aujourd'hui avec un petit vent qui rafraîchit. Donc voilà pour cette étape. Évidemment, comme vous, même si on n'a plus aucune télé et aucun poste radio, eh bien, les nouvelles arrivent un peu malgré nous. Cette propagande insensée pour la vaccination qui va de pair, bien sûr, avec la mise en place d'un passeport vaccinal, vous vous en doutez, et donc avec le contrôle généralisé des citoyens, puisque c'est tout ce que ça implique, avec une direction toute tracée à terme vers le transhumanisme, les amis. Alors, il y a plusieurs livres qui en parlent, hein. Certains nous traitent forcément d'éliminer lorsqu'on ose aborder ces sujets, et surtout voir un peu plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire ne plus considérer que nous sommes dans une crise sanitaire, mais dans un plan politique et de certaines multinationales pour lesquelles ce marché évidemment du tout connecté, du tout contrôle va s'avérer et s'avère déjà extrêmement juteux, vous vous en doutez. Je vous laisse regarder les gains des producteurs de vaccins actuels, que ce soit Moderna, Pfizer, je ne vais pas tous les nommer, Johnson & Johnson et bien d'autres. Donc regardez, vous comprendrez bien qu'il y a un moment donné où l'éthique n'a plus grande valeur lorsqu'on est face à des gains aussi astronomiques, vous le comprendrez. Et donc c'est bien tout ce que débat d'ailleurs Philippe Guillemont dans son livre, dont j'oublie le nom, mais qui nous parle d'un futur en train de se construire qui, selon lui, de manière très optimiste, le futur qu'il voulait nous construire vers le transhumanisme est en train d'échouer, mais c'est vrai que pour l'instant, on va plutôt qualifier cette période de nuit noire, puisqu'il n'y a pas une journée où on ne voit pas la prochaine étape qu'ils sont en train de nous préparer avec cette enquête du point, combien sont pour la vaccination à partir des 40 ans, vous voyez, ça n'arrête pas. On ne veut pas nous lâcher la grappe avec ce mot de vaccination, qu'au demeurant, on ne nous laisse pas prononcer dès lors qu'on veut émettre quelques réserves à ce sujet. Donc cette vidéo peut se retrouver censurée de la fait de simple présence de ce mot. En tout cas, nous, ce qu'on invite, c'est à la réflexion, comme vous le comprenez, et la réflexion, selon nous, n'est jamais meilleure que lorsque nous marchons suffisamment, de façon à garder bien les pieds sur terre, là, pour ainsi dire, dans ce paysage magnifique, quasiment au pied de l'eau. Alors, c'est l'heure du pique-nique pour nous, à un moment bien avancé de la journée, d'ailleurs, puisqu'il est aux environs de 17h15 ce lundi. Et puis on est de tout cœur évidemment avec nos amis qualifiés de professionnels libéraux de santé, puisqu'ils sont sujets à des pressions psychologiques absolument intolérables de la part de l'ARS, avec des courriers leur demandant de suspendre leur activité, tenez-vous bien, s'ils ne sont pas en mesure de produire un schéma vaccinal complet. Mais où va-t-on? Ça veut dire que sont concernés non seulement les soignants, ce qui de toute façon ne change pas grand-chose au fin fond de l'affaire, ils devraient pouvoir garder leur liberté de conscience, mais également les thérapeutes, les orthophonistes, pour ne nommer que ceux-là, les kinésithérapeutes, bien évidemment, les psychothérapeutes. Bref, toutes ces professions reçoivent les unes après les autres des courriers qui sont absolument hallucinants, c'est-à-dire leur demandant tout simplement d'interrompre leur activité s'ils ne fournissent pas les pièces justificatives d'un schéma vaccinal complet. Avouez les amis que je pense que là, il y a quand même matière à réflexion. Alors ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de ces professions, que quelque part les choses ne se rapprochent pas pour autant de vous, c'est-à-dire les choses, c'est l'obligation, c'est la prise en main de l'État, de votre corps, comme sa propriété, c'est ni plus ni moins que cela. Et donc Philippe Guillemont, dans son livre dont le titre hélas m'échappe, ne cesse de nous le rappeler
page après page. Je vous rappelle les très belles interviews, il me semble, sauf si je me mélange un peu les pinceaux, vous me pardonnerez, qu'a pu en faire Emma Cruzy. Bon, peut-être que je me mélange avec un autre auteur. En tout cas, vous voyez là, je suis dans la pancarte de la réserve au cimetière des bateaux. Début 1900, vous voyez ces images. Et puis vers 1930, vous voyez d'autres images. Et puis l'armorique à droite. Enfin en bas, le Pasteur 1957. Et puis vers 1960. Et enfin 2001. Donc tout ça pour vous inviter à évidemment soutenir ces professionnels de santé, ils le méritent bien. Et face à cette espèce de, il n'y a même pas le mot espèce à mettre, de dictature sanitaire qui se met en place, je pense qu'il y a tout lieu de réagir le plus rapidement possible. Et bien évidemment, on est conduit pour les plus dociles d'entre nous, tout naturellement, vers une résistance qui va finir par s'imposer, tellement on est dans des situations qui sont inqualifiables, puisqu'on n'a plus de mots. On les a tous épuisés ces dernières semaines, ça passe par l'absurde et bien d'autres mots encore. Je vous lis l'histoire de ce coin. Rejoignant la rade de Brest, l'Aulne termine ici sa course par un majestueux méandre, comme pour mieux saluer un pays que l'on ne quitte qu'à regret. La quiétude du lieu, abritée des vents et la profondeur des eaux, n'échappe pas à la marine qui très tôt s'intéresse au site Duquesne, Vauban. Il faut cependant attendre le 19e siècle et les environs de 1840 pour voir la concrétisation d'un projet avec la création de la station navale que Napoléon III et l'impératrice Eugénie visitent lors de leur voyage d'août 1858 en Bretagne. La vie du bourg de Landévennec est ainsi liée à la présence de la marine jusqu'aux années 1930. Les équipages des bateaux en réserve, jusqu'à 200 marins, procurent une prospérité exceptionnelle aux commerces locaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupant aménage des ateliers à bord de certains navires, notamment l'Armorique, vaisseau école des Mousses. Sabordé en août 1944, il gît toujours là, par 18 mètres de fond. Dans les années 1950, la réserve laisse place au cimetière des navires que nous connaissons aujourd'hui. Modeste gabarre ou unités prestigieuses telles que le paquebot Pasteur ou l'ancienne Jeanne d'Arc qui séjournent. Pour bon nombre d'entre elles, c'est l'ultime escale, celle qui précède le chantier de démolition ou l'océanisation en haute mer lors des exercices de tir de la Marine nationale. Si l'Aulne trouve ici une spécificité dans cette présence militaire, elle a également été une voie de communication importante intégrée au canal de Nantes à Brest, ouvert totalement à la navigation en 1836, 385 km, 238 écluses. Vous savez à quel point nous avons trouvé intérêt à ce canal de Nantes à Brest et le nombre de vidéos que nous en avons produites. Péniche chargée de sable à destination des cultivateurs du centre-Bretagne remontent la rivière, descendant au retour ardoises et produits agricoles. Des vapeurs transportant passagers et marchandises effectuent des rotations régulières entre Port-Launay et Brest, avec escale à Térénèse et Landévennec. Après une période que l'on pourrait qualifier d'âge d'or entre 1890 et 1914, le canal concurrencé par le rail et les transports routiers connaît un déclin rapide au lendemain de la Première Guerre mondiale. La construction du barrage hydroélectrique de Guerlédan, Côte d'Armor en 1923, le scinde désormais en deux parties, rompant de fait la continuité fluviale établie un siècle plus tôt entre Nantes et Brest. Et ça, vous le comprendrez, ce n'est pas sur le panneau, mais on a envie de dire qu'une chose, surtout quand on parcourt ce canal, quel gâchis absolu, quoi. C'est-à-dire quel mépris pour le travail astronomique qu'ont produit tous ces travailleurs qui ont souvent au péril de leur vie ou au prix de leur vie consacré des milliers d'heures à la construction de ce joyau. Et puis là, vous voyez une petite ancre ici, dans ce lieu, qui s'appelle « Rencontre de la rivière et de la mer », si j'en crois le panneau qui le surplombe juste au-dessus. Donc voilà pour ce petit mot du jour. Alors évidemment, il ne serait pas complet sans poursuivre ce dialogue qu'on avait entrepris pour vous faire comprendre que ceux qui sont traités de complotistes, évidemment, il y en aura sans doute toujours, mais la plupart, ils ne vont pas chercher leurs informations ailleurs que dans des livres comme La 4e révolution industrielle de Klaus Schwab, dont on ne peut pas penser, je suppose,
qu'il fait partie des complotistes, hein. Alors ce livre, je l'ai évidemment avec moi. Alors il y a des petits bancs là qui se prêtent fort bien pour ces quelques secondes de lecture, puisque on avait entrepris, vous vous souvenez la dernière fois, de vous lire environ 10 lignes d'un chapitre. Alors notre source d'inspiration, vous la voyez apparaître sous vos yeux, hein, dans ce décor magnifique, c'est la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab. Et Klaus Schwab, il faut le rappeler, est fondateur et président du World Economic Forum. Je pense qu'il y a pire comme complotiste. Donc vous voyez, dès qu'une idée ne plaît pas, on est forcément complotiste, mais vous comprenez bien, tout ça est écrit. Certains ont un plan, et qu'ils aient un plan, ça ne me gêne pas outre mesure, sauf que ce plan, il nous concerne directement. C'est-à-dire ils ont un plan, non pas pour eux, mais un plan sur nous. Et ça, je pense que ça mérite réflexion. Est-ce que c'est véritablement cet avenir que nous voulons? Donc évidemment, il serait plus qu'urgent que les citoyens soient associés aux évolutions technologiques que certains projettent, parce que il faut rappeler que le progrès technologique n'est pas forcément une fin en soi, et que, sauf à penser que nous serions des êtres humains biologiques, c'est-à-dire des machines, ayant une âme, ce qui serait une caractéristique et une spécificité de la race humaine, eh bien, il serait peut-être urgent de tenir compte de cette âme qui va mal se satisfaire, évidemment, de cette réduction à une machine que certains voudraient faire de notre corps et de notre esprit. Alors il va sans dire que tout cela ne va pas se faire tout seul. D'ailleurs, j'ai vu le mot biologique apparaître dans le chapitre 2 de ce livre, hein, où on a évoqué la dernière fois les éléments moteurs, hein, vous voyez, et puis les méga-tendances. Je pense que c'est ça qu'on a dû lire la dernière fois. Alors hélas, je n'ai pas gardé de traces. Les éléments moteurs de type matériel, véhicules autonomes, impression en 3D, robotique de pointe, nouveaux matériaux. Et puis on avait lu donc la conclusion de ce chapitre 2, et donc on va tâcher de... Vous voyez, il y a un paragraphe tout entier, hein, dans ce chapitre 2 sur le biologique, hein. Donc en biologie, en particulier dans le domaine de la génétique, les innovations donnent le vertige. Ces dernières années, des progrès considérables ont rendu moins cher et plus facile le séquençage génétique, et tout récemment l'activation ou la modification des gènes. Donc vous voyez, alors tout ça, ça nous réduit vraiment à des machines dont on décompose tous les éléments, un peu au même titre qu'on pourrait décomposer les pièces d'une voiture. Il aura fallu plus de 10 ans et 2,7 milliards de dollars pour mener à bien le Human Genome Project. Aujourd'hui, on séquence un génome en quelques heures et pour moins de 1000 dollars grâce au progrès de la puissance de calcul. Les scientifiques n'ont plus à procéder par essai ou erreur, ils testent directement la manière dont une variation génétique donne lieu à l'expression d'une caractéristique ou d'une maladie. Prochaine étape, la biologie de synthèse qui nous permettra de créer des organismes, écoutez bien, sur mesure, en réécrivant l'ADN, mis à part les profondes questions éthiques que cela soulève, vous voyez, balaye ça d'un revers de main, hein. Ces avancées auront un impact profond et immédiat, non seulement sur la médecine, mais aussi sur l'agriculture et la production des biocarburants. Donc voilà, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, puisque dernier coup, on avait passé pas mal de temps à évoquer ce tableau avec les points de bascule d'ici 2025. Il faut reconnaître que cette vidéo n'a pas eu le succès que, bien sûr, nous supposons qu'elle aurait dû avoir, mais bon, on va néanmoins poursuivre notre entreprise. Et donc, on arrive au chapitre 3 qui s'appelle l'impact. Alors voilà comment Klaus Schwab l'introduit. La révolution technologique est d'une envergure sans précédent. Elle annonce des changements économiques, sociétaux et culturels si importants qu'ils sont impossibles à prédire avec précision. Dans ce chapitre, je tente toutefois de décrire et d'analyser à différents niveaux les types d'impact individuels et collectifs que l'on peut envisager sur l'économie, l'entreprise, les gouvernements et les pays, les sociétés et les individus. Donc vous voyez, si vous voulez savoir le plan de certains, eh bien nul doute que évidemment, tout ça a été discuté au forum de Davos avec les nombreux industriels qui voient dans tout ça, ces évolutions, un marché juteux et confondent un marché juteux évidemment avec le souci du bien commun, comme c'est constamment présenté. Il y a un pas que je vous invite à ne pas franchir pour bien comprendre que laisser les autres penser à votre place et décider à votre place comporte évidemment des dangers incommensurables. Alors, ça se termine, semble-t-il, encore par un tableau. Non, pas vraiment. Donc il y en a un, en tout cas, tableau, exemple de professions les plus et les moins exposées à l'automatisation.
Donc, avec un niveau de probabilité, je vous en fais la grâce et puis je tourne les pages pour arriver à la fin de ce chapitre au demeurant fort conséquent. Donc, vous voyez, parce qu'une écoute comme ça d'un tel chapitre, ça s'avère très rapidement fastidieux. Donc, je cherche la fin de ce chapitre 3. Voilà, alors je passe des thèmes comme l'innovation collaborative, de nouveaux modèles de fonctionnement. Alors là, nul doute que ça doit être un des chapitres les plus gros, puisque j'ai beau tourner des pages, j'ai toujours pas la fin. Combiner les mondes numériques, physiques et biologiques, il faut bien comprendre les impacts qu'il y a derrière ces mots, hein, c'est très important, et c'est tout l'intérêt. Alors je ne sais plus si c'est Philippe Guillemont, mais celui qui nous parle de ce foutour, ou de ce futé lumineux, hein, c'est les termes qu'il emploie. Je vous invite vraiment à lire ce livre, il ouvre pas mal de perspectives, et surtout de compréhension sur ce qu'on peut attendre et ne pas attendre de la science, et puis sur ces deux formes d'intelligence qui a lieu de combiner plutôt que d'opposer, qui sont l'intelligence dite rationnelle, celle du mental, et puis l'intelligence émotionnelle qui est faite de bon sens et de bien d'autres choses encore. Donc le national et le global, vous voyez dans ce chapitre qui s'appelle l'impact, et puis on a beau tourner les pages, on n'en trouve pas la fin, donc je ne sais pas jusqu'où ça va me mener, je n'ai pas regardé en amont. Les États, les régions et les villes, ça va être intéressant, hein. Les technologies numériques ne connaissent pas les frontières, dès lors de nombreuses questions jaillissent si l'on considère l'impact géographique de ces technologies et l'impact des facteurs géographiques sur le développement technologique. Quel sera le rôle respectif des États? C'est une bonne question. Des régions et des villes dans la 4e révolution industrielle. Et là, je pense qu'il sera intéressant d'aller consulter ce que nous dit à ce propos Valérie Bugeaud. L'Europe occidentale et les États-Unis resteront-ils comme par le passé maîtres du jeu? Quels seront les pays capables de les rattraper? Assisterons-nous au progrès de la collaboration pour le plus grand bien de la société? Vous voyez, c'est un terme qui revient tout le temps, comme si on avait en face de nous des philanthropes, ou au contraire à une fragmentation croissante, non seulement interne au pays, mais aussi entre pays. Moi, je vous rappelle que je devais établir un programme politique, je voterai volontiers, enfin je proposerai volontiers un état des lieux de toutes les avancées technologiques actuelles et je demanderai aux citoyens de se prononcer sur leur prolongation et surtout je ferai de la pédagogie au maximum pour pouvoir leur expliquer les conséquences de chacune des voies suivies. Les régions et les villes, des centres d'innovation. Voilà ce qui apparaît. Alors ce chapitre, c'est un peu pénible pour moi parce qu'il n'en finit pas. Après la sécurité internationale, connectivité, fragmentation et instabilité sociale, vous voyez, ça peut donner envie de lire un peu plus. Nous vivons dans un monde hyper connecté dans lequel l'information, les idées et les gens circulent plus rapidement que jamais. Nous vivons également dans un monde d'inégalité croissante, phénomène qui sera accentué par les changements massifs du marché du travail mentionné plus haut. Mais qu'à cela ne tienne, on va continuer dans la même direction, hein, vous le comprenez bien. La généralisation de l'exclusion sociale, la difficulté de trouver un véritable sens au monde moderne et la perte de confiance, subjective ou objective, dans les élites et les structures en place, servent de prétexte aux mouvements extrémistes qui recrutent des volontaires désireux de mener une lutte violente contre les systèmes existants. Donc vous voyez un petit peu à quel point cette écriture, je la qualifierais de sournoise dans ses présupposés. Et voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que deux solutions, suivre ces joyeux lurons, si on peut les appeler comme ça, qui voudraient mettre toute l'humanité en coupe réglée, ou alors sombrer dans des mouvements extrémistes. Il n'y aurait que deux alternatives. L'hyperconnectivité ne s'accompagne pas nécessairement d'une plus grande tolérance ou d'une meilleure adaptabilité, comme on a pu le constater dans les réactions induites par les déplacements tragiques de populations qui ont atteint un pic historique en 2015. Et pourtant, cette même hyperconnectivité est également porteuse de la possibilité d'arriver à un accord commun fondé sur une meilleure tolérance et une meilleure compréhension des différences qui pourraient aider à rassembler les communautés au lieu de les diviser. Faute de progresser dans cette direction, nous sommes condamnés à une fragmentation croissante. Alors pour moi, il n'y a aucune condamnation, il y a juste des choix qui devraient être ceux de tout un chacun et une participation évidemment des citoyens à leur devenir plutôt que de se trouver les spectateurs passifs de quelque chose qu'on leur présente comme inévitable. Alors le changement de nature des conflits, tel est un des autres thèmes évoqués, et puis la cyberguerre. Alors vous voyez, il n'en finit pas ce chapitre, l'impact, ce qui a un don certain de mériter, parce que je pensais pouvoir comme ça vous égrener des chapitres, mais là je vois que finalement le bouquin n'est pas si détaillé que ça en chapitres. Bonjour.
Et donc là, on aborde la guerre automatisée, puis les technologies émergentes transformant la sécurité internationale. Donc vous voyez, autant de sujets qui mériteront votre attention, j'en suis sûr. Je vous invite à lire ce livre, non pas pour donner de la visibilité à Klaus Schwab qui en a bien assez, mais pour comprendre ce que ces personnes ont dans la tête. Et puis les nouvelles frontières de la sécurité globale, je pense que c'est tout à fait important de le comprendre. Et puis vers un monde plus sûr, alors ça, c'est surtout vers un monde plus contrôlé, dans lequel certains tirent l'épingle du jeu, pendant que le plus grand nombre se retrouve réduit à l'état d'esclavage. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est ce qu'on nous prépare. La société, et puis la montée des inégalités et les classes moyennes. Donc, vous voyez, nul doute que tout ça est intéressant à lire pour comprendre ce que ces fous furieux ont dans la tête. Et puis la communauté, voilà, ils prétendent vraiment organiser le monde et savoir mieux que nous, évidemment, quel est le monde qui est bon pour nous. Et puis encadrer 7, le citoyen, entre gain et perte de pouvoir, bien évidemment. Et puis ça n'en finit pas, ce chapitre, c'est l'horreur. L'individu, j'aurais dû regarder avant combien de pages il faisait. Et puis ça continue et ça continue, décidément. Identité, moralité et éthique. Alors quelques lignes de temps en temps. Les innovations surprenantes suscitées par la 4e révolution industrielle, des biotechnologies à l'IA apportent une nouvelle définition de ce que signifie être humain. Voyant, les bornes de notre expérience de vie, de notre santé, de nos capacités cognitives, de nos facultés se trouvent repoussées selon des modalités qui relevaient jusqu'alors de la science-fiction. Parallèlement au progrès de la connaissance, il est essentiel que nous nous engagions assidûment dans un débat moral et éthique autour de ces nouvelles découvertes. Ouais, on souhaiterait bien que ça ne reste pas que de 20 mots, vous le comprenez. Et puis ça parle aux limites de l'éthique, ça c'est l'encadré 8. Enfin, on passe à la relation à autrui. Alors bien évidemment, ce que je vous propose, c'est un survol, on ne peut pas faire mieux. Et puis la gestion des informations publiques et privées, vous voyez, tous les sujets, je pense, qui seraient dignes de votre attention sont évoqués. Donc, vous voyez, quand tout ça, on attribue ça à des thèses complotistes, je suis désolé, tout ça est dans ce livre, je rappelle, La 4e révolution industrielle de Klaus Schwab, qui est sans doute le chef des complotistes, j'imagine. Santé et confidentialité, là aussi, quand certains de nos amis touchés par le courrier de l'ARS s'étonnent que l'ARS puisse avoir accès aux dossiers médicaux maintenant des professionnels. Évidemment, il y a un pas qui semble franchir allègrement au long d'une pseudo-crise parce que franchement, les questions de proportionnalité des mesures sanitaires prises par rapport à la réalité de la situation, évidemment, sont sans commune mesure par rapport à ce qui pourrait relever ce qu'on appellerait du bon sens. Donc vous voyez, c'est là-dessus que je vais terminer, puisque enfin, à la page 127, on arrive à la fin de ce chapitre sur l'impact. Et bien voici ce que dit Klaus Schwab à propos de santé et confidentialité. L'évolution actuelle des dispositifs portables de santé laisse entrevoir à quel point les questions de confidentialité sont complexes. Plusieurs compagnies d'assurance envisagent de faire cette proposition à leurs assurés. Nous vous offrons un rabais sur votre prime d'assurance à condition que vous portiez un dispositif, écoutez bien, qui surveille votre santé, heures consacrées au sommeil, au sport, nombre de marches montées chaque jour, nombre et type de calories ingérées, etc. Et que vous acceptiez que ces informations soient communiquées à votre mutuelle. Mais où va-t-on, a-t-on envie de dire, Est-ce là une nouveauté que nous devrions bien accueillir parce qu'elle nous incite à vivre plus sainement? Mais écoutez, dans le libre arbitre, il me semble qu'il y a aussi la liberté de ne pas vivre sainement, même si pour notre part, ce n'est pas la voie que je choisirais, mais enfin, soit il y a un libre arbitre, soit il n'y en a pas, quoi. Ou bien est-ce un pas inquiétant vers un mode de vie où la surveillance de la part des pouvoirs publics comme des entreprises devient toujours plus intrusive? Je suppose que poser la question, c'est y répondre. Pour le moment, cet exemple concerne un choix individuel, la décision d'accepter ou de refuser de porter un dispositif de contrôle médical. Vous voyez, on nous emmène petit à petit par suggestion, quoi. Alors allons plus loin, imaginons que c'est l'employeur qui demande à son personnel de porter cet appareil enregistreur de données de santé parce que l'entreprise veut améliorer sa productivité et peut-être aussi réduire les coûts d'assurance maladie. Vous voyez, donc on sème comme ça des idées pour tôt ou tard les appliquer. Si l'entreprise oblige les salariés récalcitrants à obéir ou payer une amende, que va-t-il se passer? Ce qui apparaissait précédemment comme une décision personnelle, porter ou non un moniteur, devient une question de conformité aux normes sociales qui peut paraître
inacceptable. Moi j'aurais volontiers enlevé le mot paraître, mais vous voyez à quel point ces fous furieux font une espèce de saupoudrage en amont, parce qu'ils ont le temps devant eux. Alors bon, si c'est à l'horizon 2025-2030, vous voyez que le temps va quand même couler très très vite, les amis. Et j'espère que, en tout cas, cet ouvrage que j'ai envie de qualifier de terrifiant devrait ouvrir les yeux à plus d'un d'entre nous. Et je vous invite à retrouver le bon sens en marchant comme nous tâchons de le mettre justement dans notre définition d'une vie saine, régulièrement aux démarches d'au moins 2 heures pour que le mental ait le temps de décrocher. Et nous, on a choisi pour cette période le tour des monts d'Arrée et la presqu'île de Crozon. Ça va nous occuper tout cet automne 2021 et probablement cet hiver 2021. Je ne sais plus où on en est arrivé parce que j'ai perdu la bonne page, mais vous voyez que là on était en train de descendre vers les ruines de l'ancienne abbaye de Landévennec, donc j'ai reperdu le nom, donc voilà, mais en tout cas on va progresser jour après jour. En tout cas on est très heureux de vous retrouver et puis on vous invite, je vous rappelle, c'est notre message du jour, à soutenir tous les professionnels libéraux de santé autour de vous qui sont l'objet d'une pression psychologique sans précédent de la part de l'ARS. Il n'y a aucune raison de laisser livrer à eux-mêmes ces personnes et de se dépatouiller comme elles peuvent. Et je pense qu'il est temps que des actions collectives se mettent en place plutôt que de laisser chacun de ces, je note certaines professions au hasard, mais il y en a plein d'autres, orthophonistes, kinésithérapeutes ou autres, voyez, livrés à leur propre sort et se débrouiller comme ils peuvent en se contentant de les plaindre. Je pense que maintenant on devrait commencer à faire preuve d'une bien plus grande solidarité qu'on a pu le faire jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas, Léna est en train de déguster notre pique-nique, de profiter des dernières lueurs du jour parce que à cette période de l'année, la nuit tombe très vite et du coup, je ne sais plus à quelle page nous sommes arrivés. Bah, écoutez, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui que je pourrais vous montrer la cartographie, à moins que Léna me montre à quelle page nous sommes, parce que quand j'en parle d'elle, la voici. On est à quelle page, Léna, de ce fascicule? Alors Léna m'a rejoint avec une petite tisane bien chaude et puis une petite brioche de la boulangerie du Fou, pour ceux qui connaissent la boulangerie centrale, qui m'a l'air fort appétissante et que je vais m'emprêcher de déguster tout après. Je ferai peut-être un gros plan sur la brioche si elle est encore présentable. Et donc voilà cette carte qui inspire notre trajet jour après jour. En tout cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que les messages sont passés. Intéressez-vous à la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab pour comprendre que si il existe des complotistes, leur chef de file étant la personne de Klaus Schwab, et tout est dans le livre, donc rien besoin d'inventer. Il y a simplement un plan que certains déroulent à l'abri du regard des citoyens, c'est-à-dire nous le découvrons au fur et à mesure que le plan s'exécute. Et puis, par ailleurs, eh bien, on tâche de garder les pieds sur terre en marchant. Vous voyez, je crois que c'est en parler, c'est dire comment que ça marche, pour garder notre bon sens. Et puis, vous voyez ces étapes. Alors aujourd'hui, on a parcouru, essaye de dessiner sur la carte, Léna, le sentier qu'on a parcouru. Vous voyez, on est parti de l'étape 3. Et puis, vous voyez qu'on est en train de descendre, l'étape 5, hein, j'ai mal lu, et on est en train de descendre vers l'étape 6. Vous voyez, dont Landévennec sera pour la prochaine étape en réalité. Donc vous l'avez vu sur la gauche de la carte. Les amis, portez-vous bien, soyez solidaires de tous ceux qui en ce moment subissent la pression psychologique pour transformer une vaccination provisoirement encore à la discrétion de chacun, mais avec toutes les restrictions que vous connaissez, en vaccination obligatoire, et donc à chacun de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Voilà les amis, passez une excellente soirée et profitez comme nous de ce paysage magnifique que je vous laisse découvrir encore quelques instants pour terminer, comme vous le savez bien, sur une note paisible, parce que si certains veulent nous rendre la vie impossible, la vie, elle, reste belle à bien des égards, et vous connaissez nos mots-clés, les forces intérieures du docteur Vitoz: paix, joie, sérénité à toutes et à tous. À tout bientôt les amis, en compagnie de Pierre et Léna.